va gagner cette bataille, comté par comté, région par région, tous ensemble. Les Québécoises et les Québécois veulent, exigent du changement cette année. À la CAQ, on est là pour faire plus, pour faire mieux, pour tous les Québécois. On le fait parce qu'on pense que ce qu'on porte, c'est ce que le Québec mérite. M. Couillard, bonjour. Bonjour, M. Roy. Nous sommes à 100 jours, Oui. à peu près, oui, du scrutin. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Dans quel état d'esprit vous commencez cette bataille-là? C'est une bataille. Oui, je suis dans l'état d'esprit de progrès importants accomplis pour le Québec au cours des dernières années, puis l'envie de continuer, d'aller encore plus loin pour les Québécois, pour leur qualité de vie, pour notre économie. Et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Un discours positif, une attitude positive également, pleine d'optimisme pour le Québec. Est-ce qu'il faut que vous oubliez toutes les analyses, tout ce que... D'abord, il faut que vous oubliez les sondages? Je n'ai jamais porté beaucoup d'attention. On les lit, bien sûr, mais on n'y porte pas beaucoup d'attention. Je n'ai jamais modulé mes politiques ou mes convictions selon les sondages. Jamais. Mais se battre, là, ils vantent un peu, se battre contre des vents de changement, c'est plus compliqué que se battre contre un adversaire. C'est ça votre défi, là? Oui, et puis le défi, c'est de montrer d'abord, le Québec a beaucoup changé depuis 2014, beaucoup. Et ensuite, on va incarner, nous aussi, le changement. Le renouveau dans l'équipe sera considérable. Alors, c'est deux éléments. D'abord, qu'on a prouvé qu'on est capable de changer le Québec, de le transformer même. Et il faut aller encore plus loin, puis on a l'équipe pour le faire. Pour monter dans le ring, pour être convaincant, vous devez, j'imagine, être convaincu que c'est jouable. Même si ça paraît difficile, c'est jouable. Bien sûr. Vous, profondément, le soir avant de vous coucher, quand vous parlez à votre femme, vous dites, regarde, on est capable d'aller chercher ça. Vous y croyez? On va l'avoir. Et j'en suis convaincu. Quand j'ai commencé la campagne en 2014, on avait 9 points de retard dans les sondages. Et on a vu ça à de nombreuses reprises. Je ne dis pas que les sondages ne sont pas fiables, mais se baser là-dessus pour développer son attitude par rapport à une campagne ou les idées qu'on va mettre devant la population, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, vous avez besoin d'y croire pour vrai, parce que sinon, ça se sentirait. Non, pourquoi on est en politique si on ne croit pas à quelque chose? Moi, je crois fondamentalement à l'importance pour le Québec d'avoir une économie en croissance qui s'ajuste aux changements profonds du monde qui nous entoure, aux nouvelles technologies, à la société qui change. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Est-ce que ça vous atteint le ton jusqu'ici? On sait à quel point sur les réseaux sociaux, la marque libérale, c'est dur, on entend, on lit des choses hargneuses. Est-ce que ça vient vous chercher, ça? Je lis pas ça. Vous lisez pas ça? C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Tout ce que ça fait, ça nous rend de mauvaise humeur. Et moi, je veux être de bonne humeur. Alors non, je regarde les analyses d'opinion, par exemple, de plusieurs personnes dont je respecte beaucoup les opinions dans les médias. Mais sinon, non, je ne regarde pas ni les commentaires en bas des articles, ni les médias sociaux. Mais ça crée une atmosphère quand même. Est-ce qu'il y a des collègues qui vous disent on trouve ça dur, on se fait dire ceci? Mais la politique, c'est dur. Pour tout le monde, la politique, c'est dur. On est rendu à l'époque de l'opinion courte, qui ne peut être que plus de quelques secondes ou une couple de minutes. On est rendu au point des opinions extrêmes, tranchées, de la violence, même verbale, parfois. Ben oui, c'est ça dont je vous parle, c'est ça. Mais je ne peux pas, moi, me laisser envahir par ça. Je ne peux pas me laisser contaminer par ça. Je suis encore une fois concentré sur ce qu'on a accompli et ce qu'on doit accomplir pour la suite des choses. Est-ce que vous avez des craintes? Puis quelles seraient vos craintes avant d'entreprendre la bataille? Quel est l'aspect que vous trouvez, vous, le plus difficile dans ce qui va arriver dans les 100 prochains? Bon, d'abord, à court terme, je pense que de plus en plus, le message passe, que les choses vont mieux au Québec, qu'on a transformé le Québec pour le mieux. Non pas que tout soit parfait, entendons-nous, mais les choses sont pour le mieux. Ça, c'est la première chose. Il faut s'asseoir là-dessus, mais ensuite porter le projet plus loin et avoir la crédibilité de le porter plus loin par ce qu'on a accompli, mais également par l'équipe qui nous entoure. Parce que vous le dites, le changement, tout le monde en parle du changement, mais je dis changement pourquoi et changement pour qui? Voilà la question qui est ici pertinente. Parlez-moi de vos adversaires une seconde. Quel est le ton que vous souhaitez pour cette campagne-là, entre vous, entre les 4 chefs? Bien, moi, j'ai décidé que je ferais très, très peu d'intervention ou pas d'intervention au niveau personnel sur mes collègues, les chefs de parti. Je pourrais bien sûr critiquer des idées ou des propositions ou demander des précisions. Mais je n'ai pas l'intention de descendre dans ce niveau de débat-là, de discussion-là. La politique, ça devient facilement personnalisé. Et je pense, moi, je ne veux pas ça. Je crois que mes collègues non plus, j'espère que mes collègues non plus ne le veulent. Très bien. Philippe Couillard, après la pause, on va parler justement des sujets importants qui préoccupent les Québécois, la santé, l'éducation. Oui, bien sûr. Dans 2 minutes et demie. Allons-y. Le salaire des médecins, là, on dirait que vous payez un gros prix politique pour un rattrapage qui a dépassé le rattrapage. Alors, est-ce que là, vous n'avez pas un regret en disant on en a trop fait?
notre parti formera à nouveau le gouvernement des Québécois et ce sera un gouvernement majoritaire. Monsieur le Premier ministre, on vient de vous entendre devant vos militants et certains se demandent des fois, qu'est-ce qui le motive? A-t-il encore le goût? Bon, là, vous étiez de bonne humeur. Donc, je suis souvent de bonne humeur. Vous avez encore totalement le goût de faire ça. Absolument. Non pas pour être en politique ou faire de la télévision, des entrevues ou avoir sa photo sur des affiches, mais pour accomplir quelque chose pour le Québec et les Québécois. On a déjà accompli beaucoup depuis 2014. Il n'y a aucun doute qu'on a accompli beaucoup de choses et je pense qu'on a une perspective d'aller encore plus loin pour les Québécois et c'est ce qui me motive tous les jours. Éducation, peut-être que cette fois-ci, on va réussir à en parler davantage pendant une campagne électorale. Parce qu'on dit souvent qu'on veut en parler, puis ça devient le 8e sujet. Or, c'est important. Oui, c'est fondamental, parce que c'est un pilier pour notre société. Bon, ça, il y a eu des moments, des années difficiles, n'est-ce pas? Il y a eu pendant 2 ans un ralentissement de la croissance des budgets. Et non pas un recul des budgets. Toujours pas de regret pour l'éducation? Non, parce que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas les marges de manœuvre qu'on a maintenant pour financer non seulement en général les services, mais une politique de réussite éducative, une approche pour les tout-petits de 0 à 8 ans, des nouvelles écoles modernes avec le Lab École. On a plein de ressources maintenant pour aller encore plus loin que juste mettre de l'argent dans les systèmes publics. Il faut aller au-delà de ça. Il faut penser aux façons de faire également. Maternelle, 4 ans, vous voyez la CAQ qui promet pour tous les enfants du Québec. Vous vous dites, ultimement, ce serait peut-être une bonne idée, mais c'est irréaliste de promettre ça en un mandat. Oui, ça prend 2600 classes, 2600 professeurs, 2,6 ou 2,7 milliards d'investissements. Ça va se réaliser, mais c'est impossible de faire ça en 1 an, 2 ans ou même 3 ans. Ça va se faire progressivement. Il manque de locaux, il manque d'enseignants. On a déjà prévu d'engager presque plus de 7000 enseignants au cours des prochaines années. Et là, on parle d'en engager d'autres en plus. Alors, il faut se poser des questions quant à la main-d'œuvre disponible, quant aux locaux disponibles. Bonne idée, mais entre-temps, pourquoi ne pas utiliser notre réseau de services de garde éducatifs pour que les enfants de 4 ans qui sont dans les services de garde ne soient pas désavantagés, soient tout de suite dans un environnement éducatif. Tout le monde s'entend qu'il faut intervenir plus tôt. Quelle est votre idée maîtresse en éducation, justement? Comment résumer le message que vous voulez faire passer aux Québécois à propos de l'éducation, là? Alors, l'intervention précoce dès le jeune âge. Également, les habitudes, les habiletés fondamentales. Savoir lire et rire compter le plus tôt possible dans la vie, et le reste, après, suit. Une attitude générale envers l'éducation de la société qui est positive, qui voit ça comme véritablement la priorité de notre société. Ça passe par les familles également, mais si je répète le fondamental, avant d'aller dans le numérique et les appareils, les iPads et les ordinateurs, dans un environnement éducatif le plus tôt possible pour dépister les problèmes, habilité de lecture et de numératie le plus tôt possible. Que les jeunes garçons aient encore un retard énorme si on compare avec l'Ontario. Puis là, je ne veux pas entrer dans le débat de statistiques, parce qu'il y a un débat, mais il y a un retard. Entendons-nous, c'était peut-être pas tout à fait adéquat de comparer directement les deux systèmes, mais il y a clairement mieux à faire au Québec en termes de diplomation, et il y a un retard chez les garçons. Et qu'est-ce qu'on voit qui marche actuellement chez nous? Bien, d'abord, les sports. Le sport-études, ça marche pour les gars. Deuxièmement, j'ai vu à la polyvalente à l'École secondaire Vanier, la robotique enseigner aux jeunes, les filles aussi s'y intéressent, mais les garçons sont passionnés. Faire des petits robots, les programmer, là, ils trouvent une raison d'être à l'école qui les passionne. Il faut garder les garçons actifs, notamment avec les sports, mais intéressés dans des sujets nouveaux. Et je pense qu'on va y arriver très bien. Il faut suivre ce qui se fait de mieux chez nous. Vous savez, il se fait plein de belles choses. Quelqu'un disait, c'est très joli comme formule, l'école idéale, elle existe au Québec, mais par morceaux un peu partout. Alors, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est la ramener. C'est un peu ce qu'on va faire avec les Lab Écoles. Santé. Là, M. Couillard, ça fait 4 ans que, d'abord, le salaire des médecins, là, on dirait que vous payez un gros prix politique pour un rattrapage qui a dépassé le rattrapage. Alors, est-ce que là, vous n'avez pas un regret en disant, on en a trop fait, là. Il aurait fallu stopper, mais la machine n'est pas arrivée à stopper? Non, on a arrêté complètement de mettre de l'argent neuf pour les médecins spécialistes en 2014. Les seuls médecins qui ont eu de l'argent neuf après 2014, ce sont les omnipraticiens, les médecins de famille, pour diminuer l'écart entre eux et les médecins spécialistes. La plupart des gens reconnaissent qu'il fallait agir de ce côté-là. On a eu des gains importants en matière de services. Vous savez, récemment, on a annoncé que les blocs opératoires des régions seraient couverts pendant tout l'été. Bien, c'est un des effets de cette entente. Et également, on a diminué le poids de la rémunération des médecins dans le système de santé parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On est en train d'augmenter continuellement le poids de la rémunération médicale dans le système de santé. Là, on l'a stabilisé. Il va diminuer autour de 20 %, ce qui nous permet d'aider les infirmières à avoir des meilleures conditions de travail, de développer des soins partout dans les régions du Québec. Mais quand on se compare à l'Ontario, on parlait de l'éducation il y a une seconde,
on voit qu'il y a moins per capita de médecins en Ontario, mais ils travaillent davantage, de sorte qu'il y a moins d'attente. Ça, il n'y a pas des médecins qui sont morts de rire. Je dis bien des médecins, c'est pas tous les médecins. Non, des médecins qui sont morts de rire, qui font moins d'heures compte tenu de leur revenu qui est élevé. Moi, je connais beaucoup de médecins québécois, puis je pense que j'en étais qui travaillent beaucoup. Alors, il y en a qui travaillent moins. Il faut se garder de généraliser les choses. Bien sûr. Mais si on regarde généralement parlant, il y a quelque chose qui est évident pour tous les Québécois. On a un nombre plus élevé de médecins par habitant que d'autres provinces canadiennes. Et jusqu'à récemment, puis on fait des progrès, on avait moins d'accès, par exemple, aux médecins de famille qu'ailleurs. Ça ne marche pas, là. On en a assez, donc, pour le faire. Et je pense que c'est pour ça que Gaétan Barrette a eu à adopter cette loi, pour amener les médecins à prendre des patients dans leur clientèle, à les suivre. Et on fait des progrès. Il y a quand même plus d'1 million de personnes de plus qui ont un médecin de famille. Mais ça tombe bien, vous dites, Dr Barrette, il avait la carotte et le bâton, puis vous lui avez, à un moment donné, enlevé le bâton avec les médecins. C'est plus lui qui a négocié. Et lui, c'est un secret de polichinelle qui pense qu'on a peut-être donné un peu trop, parce que lui, il voulait exiger, justement, des rendements, et ce qui ne faisait pas l'affaire des fédérations de médecins. Oui. Bref, comme premier ministre, est-ce que vous n'avez pas tranché trop en faveur des médecins? Non. Vous savez, on a encore les lois fondamentales que Gaétan Barrette a fait adopter. Elles sont encore là. Et on a été très clair avec les médecins. Là, vous avez les objectifs, par exemple, pour le pourcentage de personnes qui ont des médecins de famille. On fait des progrès, mais on n'est pas rendu partout au Québec à l'objectif. Dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est au-delà de l'objectif. Il y a des régions comme à Montréal où on n'y est pas. Alors, il y a assez de médecins, il y a assez de ressources. Prenez des patients, faites du suivi. Et sinon, il y a des dispositions de la loi, c'est la loi 20, qui vont s'appliquer. Et même chose pour les spécialistes. Et qu'est-ce que vous dites à vos collègues chefs de parti qui disent « Nous, on va rouvrir cette entente-là. On va aller rechercher de l'argent. » Bien, bonne chance. Hein. Ils pourraient nous expliquer ou vous expliquer comment ils vont faire ça. Alors, je vois la scène, un de mes collègues appelant le président de la Fédération des médecins spécialistes. Bon, demain, on renégocie ça à partir de zéro. Je ne suis pas sûr que ça va être bien reçu. Ça ne se fera pas comme ça. N'oubliez pas qu'on a récupéré plus de 3 milliards de dollars là, par rapport à ce qui était dû. On a récupéré 3 milliards de dollars. Alors, ce que j'ai dit, particulièrement à mon collègue, M. Legault, lorsqu'il a mentionné ça, j'ai dit, à partir du moment où vous dites ça, vous mettez à risque plus de 3 milliards de dollars de fonds publics. Il va falloir que votre cadre financier identifie ce risque-là. Après, il en a moins parlé, parce que c'est clair que c'est la réalité. Transport. On est, puis c'est une bonne nouvelle pour le Québec, on s'éveille à de grands projets de transport collectif. Mobilité durable. Mobilité, Québec ici, Montréal, pardon. Comment on fait pour prioriser tous ces projets-là? Est-ce que vous, déjà, vous êtes rendu REM plus sur le nord. Montérégie, avez-vous dit? Bien, disons, allons-y très rapidement, à large trait. Là. À Québec, c'est le grand projet structurant. Il y a le 3e lien à étudier également et à faire. Vous dites à étudier le 3e lien? Et à faire. Mais il faut le faire correctement et intelligemment. Mais la différence avec Legault là-dessus, c'est quoi? C'est que moi, je pense que ça prend des études sérieuses avant de dire que ça va prendre tant d'années, que ça va coûter tant. Et il faut y joindre un élément de transport collectif, sinon ça n'a pas de sens. On peut pas 3e lien, enfin... Bon, ça, c'est Québec. Études. Maintenant, Montréal. Vous avez la ligne bleue, vous avez le REM avec la Rive-Sud, l'aéroport. Et maintenant, c'est les couronnes de Montréal. Vous savez qu'il y a un enjeu majeur de mobilité de congestion à la couronne nord, les Basses-Laurentides, Laval. Et pour ça, il faut faire plusieurs choses, pas juste une chose. Moi, j'ai parlé de prolonger une antenne du REM jusqu'à Mirabel. Ce serait déjà un très bon départ. Mais il faut également des réseaux d'autobus avec des voies réservées pour que les gens délaissent leur voiture individuelle le plus possible. Ils vont le faire. Pas si on les force à le faire, si on leur offre quelque chose. Quand les gens peuvent voir... Sur la Rive-Nord, par exemple? Oui, mais l'autre jour, j'étais à Laval, puis j'ai pris un autobus intelligent. Je crois que c'était sur le buveur Curé-Labelle. Cet autobus-là a des senseurs qui avertissent les feux de circulation du nombre de personnes dans l'autobus et également du temps accumulé de retard. Et à ce moment-là, les feux de circulation s'adaptent tout seuls. Je peux vous dire qu'on allait beaucoup plus vite que les autos à côté. Alors, si on offre aux gens des solutions abordables et confortables, ils vont choisir ces solutions. Un REM plus au nord puis un REM plus en Montérégie, quand? Bien, il faut d'abord, dans le cas du REM, vous savez que tout ce qu'on parle, ce dont on parle, c'est des milliards de dollars. Déjà, les projets qu'on a annoncés, c'est 14 milliards. Chaque fois que vous en ajoutez un, c'est quelques milliards de plus. C'est ça. Il y en a à qui il faut dire non, comme par exemple Gatineau-Ouest, le train... Moi, je suis d'accord avec Outaouais. Il faut améliorer le Rapibus qui fait du nord-sud et le faire connecter l'autre côté de l'Outaouais. Le train léger est une excellente idée. Mais ce qu'on va faire, parce qu'on ne peut pas exiger de la Caisse de dépôt qu'elle le fasse, c'est leur demander d'examiner ces projets-là, s'ils sont compatibles avec leurs priorités et leur politique, parce que sinon, il n'y a pas de place pour la dette du Québec de faire tout ça très rapidement. Mais on peut le faire si on fait un peu la même chose qu'on a fait avec le REM pour dégager des sommes pour le reste de l'immobilisation du gouvernement. Parce qu'il y a la 30, il y a la 55, la 50, il y a la 50. La 50 qu'il faut terminer comme il faut. La 19... Ça, c'est des engagements? Ça va être des engagements? Mais c'est déjà fait, c'est déjà en cours. La 19, ça y est, c'est réglé, elle va se faire. La 30, il faut l'élargir sur une section avec des voies réservées. D'ailleurs, les voies réservées vont arriver avant l'élargissement. Mais en Montérégie, c'est tellement vaste comme région
comment allons-nous amener les gens au métro et au REM? Alors, il faut penser également système d'autobus intelligent, covoiturage, dernier mille, comment on va de l'arrêt d'autobus à chez soi, par exemple. Immigration, est-ce que le débat s'est, à votre avis, apaisé au Québec? Bien, j'espère. J'espère parce que, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre majeure qu'on vit, vous savez que maintenant, on ne parlera plus beaucoup de créer des emplois, on va parler de combler les emplois disponibles. Alors, compte tenu de ça, on a absolument besoin d'une immigration au Québec. Moi, j'en parle maintenant en termes économiques. Je ne veux pas qu'on ait encore ces discussions, on se juge les uns les autres selon nos valeurs et selon qu'on est ouvert ou moins ouvert. Je dis simplement la chose suivante, en période de pénurie de main-d'œuvre, ça n'a pas de sens de réduire l'immigration économique. Donc, vouloir réduire les seuils, comment vous qualifiez ça? Bien, c'est prendre un grand risque avec l'économie du Québec. Cette année, juste cette année, on aurait besoin de 100 000 personnes de plus sur le marché du travail, et c'est des centaines de milliers au cours des prochaines années. Alors, il faut toujours bien les intégrer, les franciser. Mais comment faire pour les garder? Parce que vous dites, on ne bouge pas le seuil, 50 000, mais il y en a à peu près 20 000 qui partent quand même. Comment on fait pour les garder? Vous avez remarqué également que le taux de chômage des immigrants baisse de façon continuelle au cours des dernières années. Bonne nouvelle. Le taux de participation au marché du travail des immigrants est au moins le même que des Québécois qui sont là depuis plus longtemps. Autre bonne nouvelle. Alors, c'est pas vrai qu'ils sont là, ils sont pas productifs. Ils veulent travailler, elles veulent travailler, et on en a besoin dans les régions également. Pour moi, le défi, c'est pas uniquement de les amener au Québec, mais également de les amener dans les régions et de leur donner accès à l'emploi dans nos régions comme la mienne. On a désespérément besoin de main-d'œuvre. Mais comment faire pour mieux les intégrer, pour qu'ils apprennent davantage le français, pour qu'il y en ait moins qui repartent? Oui. Alors, pour la francisation, on a ajouté beaucoup de sommes. On en est à 225 millions. C'est quand même considérable. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose par mon expérience de région, parce qu'on voit les nouveaux arrivants qui arrivent et s'intègrent. Les enfants, là, il n'y a aucun problème de francisation. Ils apprennent la langue comme des éponges, littéralement. Ils sont à l'école. C'est pour les adultes que c'est difficile. Et moi, je suis convaincu que ça va aller mieux pour eux d'être francisés en entreprise, et c'est déjà fait là, au Québec actuellement. C'est la raison pour laquelle, lors du Congrès, on a pris l'engagement d'augmenter les crédits pour la francisation en entreprise pour participer au marché du travail dès le début. M. Couillard, comment, en un mot, on peut qualifier actuellement les relations fédérales-provinciales? Elles sont l'objet de tensions sur certains sujets, comme c'est normal dans toutes les fédérations. Mais sinon, il y a énormément de collaboration sur bien des enjeux également. Par exemple, les infrastructures, où on vient de s'entendre avec le fédéral, donc le transport collectif. Mieux, il y aura toujours des tensions, quelle que soit l'évolution de la fédération. Il y aura toujours des tensions entre les deux ordres de gouvernement. Puis mon rôle à moi, c'est de promouvoir les intérêts du Québec, certainement. Très bien. Philippe Couillard, vous restez avec nous après la pause. Des questions en rafale. D'accord. À tout de suite. Allez-vous faire un test de goût à la prochaine SQC, c'est-à-dire aller goûter les différentes sortes de potes? M. Couillard, quelques questions en rafale. Oui. Est-ce qu'il est possible de promettre aux Québécois un temps d'attente maximum aux urgences avant de voir un médecin? Si oui, combien de temps? C'est pas le bon engagement à prendre. Il faut leur donner un autre endroit que l'urgence pour aller se faire soigner, comme les supercliniques. Donc, pour les urgences, on peut Il faut travailler sur une autre option que l'urgence. D'accord pour donner de l'argent public à un nouveau stade de baseball à Montréal? Pas dans un premier temps. C'est au secteur privé de mettre l'argent. Et si c'est payant pour le secteur privé, il faut que ce soit payant pour les contribuables. Est-ce que construire le centre Vidéotron avec essentiellement que de l'argent public a été une erreur? Bien, c'était bien d'avoir de l'ambition. On espère toujours. Moi, j'aimerais bien avoir une équipe de la Ligue nationale à Québec. Franchement, c'est un endroit idéal pour ça. Main dans la main avec Justin Trudeau pour contrer la guerre commerciale de M. Trump? Il faut. Tout le monde va s'unir. Je crois que tout le monde l'a fait récemment. À travers les partis politiques, provinces, territoires, fédérales, tout le monde est uni là-dessus. Êtes-vous ouvert à des concessions dans la gestion de l'offre? Non, non. On a déjà fait des concessions. On a fait 2 concessions déjà. Et les transformateurs paient moins nos producteurs actuellement. Je pense qu'on a assez donné. Parité obligatoire dans un conseil de ministres? Hautement souhaitable. Et je pense qu'elle va devenir obligatoire socialement de toute façon. Moi, c'est mon objectif. Salaire minimum 15 $ ou une 4e semaine de vacances? Salaire minimum à 50 du salaire horaire moyen. C'est ce que les économistes nous recommandent. Et on vient de devancer la 3e semaine de vacances plus tôt que ce qui est prévu. Est-ce que le gouvernement du Québec a un contrôle sur les fluctuations du prix de l'essence et ce qui peut ressembler des fois à de la collusion? Très peu. On peut, par exemple, analyser les diverses composantes du prix, mais on a très peu de contrôle direct. La meilleure option pour les Québécois,
c'est de poser le plus beau geste de nationalisme économique et de choisir le véhicule électrique maintenant. Au sujet du véhicule électrique, l'Ontario donne 13 000, le Québec 8 000. Êtes-vous prêt à monter? Bien là, on va voir, parce que M. Ford vient de se retirer du marché du carbone, qui était la source de fonds pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je ne sais pas. Oui, ça va peut-être baisser, mais il donnait 13 000. Mais bon, je pense qu'on en fait assez. Et surtout, on le restreint maintenant aux véhicules de plus bas prix. Allez-vous faire un test de goût à la prochaine SQC, c'est-à-dire aller goûter les différentes sortes de potes? Écoutez, j'en ai jamais pris de ma vie, puis je me vante pas de ça, hein, parce que j'aurais peut-être dû quand j'étais plus jeune. Qui Ça sait. vous ferait peut-être du bien, Peut-être ça des fois, fait. dans des Voilà, c'est ça. Mais non, je pense pas faire cette expérience-là. Là. Est-ce que le Québec, vous allez aimer celle-là, c'est les mêmes questions à tous les chefs. Est-ce que le Québec se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Bien sûr, c'est évident. Beaucoup mieux. Finances publiques, économie, recul de la pauvreté, dans tous les secteurs, le Québec est beaucoup mieux. Est-ce qu'il est parfait? Non, mais il est beaucoup mieux qu'en 2014. Et vous dites, vous ne direz jamais qu'on l'a peut-être fait un peu trop vite, cet effort-là. On l'a peut-être demandé trop à certaines personnes à un moment donné. Je pense qu'il fallait le faire parce qu'il n'y a rien qui est possible de faire sans les marges de manœuvre. Il fallait les développer rapidement pour redonner encore plus de vigueur à nos investissements dans les services publics et dans l'économie. Mais pour être honnête, effectivement, il y a 2 ans, lors d'une entrevue, on vous disait c'est impossible 250 je voulais 000 vous le emplois. dire. Puis c'est vous qui me le dites, Non, c'est non, mais je formidable. le dis. Mais oui, mais ça va Je dans m'étais les fait faire deux une sens. démonstration implacable Oui, que c'était impossible. On vous avait dit, M. Couillard, puis j'avais été un peu dur en disant, Oui, M. un Couillard, peu, vous un peu. promettez des... Et vous arriverez au 200. On est à 230 000. On est à 235. Un an en avance. Un an en avance. Parce que n'oubliez pas, sur 5 ans, donc mai 2019, en juin 2018, on est à 230 000. Les chances sont bonnes. On va croiser les doigts. Et vous savez, la prochaine campagne électorale, on ne dira pas on va créer ou faire créer tant d'emplois. On va dire on va combler les emplois disponibles. C'est ça le revirement historique qui est devant nous actuellement. Et c'est du jamais vu. Jamais vu, effectivement. Pas juste au Québec, mais je veux dire, c'est une... Mais chez nous particulièrement, Oui. parce que notre démographie déjà avait des vulnérabilités. Très bien. Première priorité, si vous êtes réélu premier ministre. Remplir nos engagements, mais Non, continuer. mais première. Première priorité, donner la gratuité des services de garde à 4 ans, comme on a dit qu'on ferait. Que faites-vous pour vous évader? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites du sport? Que faites-vous pour vous évader? Je lis énormément et des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'actualité politique, le moins possible. Des trucs historiques, beaucoup. Actuellement, je suis un peu passionné par l'époque médiévale, alors je m'informe là-dessus. Puis mes loisirs, essentiellement, c'est la pêche à la mouche. Alors moi, pour moi, c'est plus qu'un loisir, c'est une passion. Et l'été arrive et je vais y aller, même s'il va y avoir une campagne électorale, je tiens à le dire. Donc, prenez quelques jours de vacances. Oui, c'est ça. Philippe Couillard, bonne chance. Merci, M. Roy. On se voit À le bientôt. 13 septembre lors du débat. Et voilà. Merci beaucoup. OK. À bientôt.